existe-t-il une vertu en politique? Bon, donc premier problème, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la politique? Deuxième problème, la vertu, définir la vertu et définir la politique. Alors, la politique, si on prend l'acception qu'on a sur le dictionnaire, c'est est politique, ce qui est relatif à l'organisation d'une collectivité. Hein, voilà. Bon. Donc c'est plus large que l'exercice du pouvoir. Hein, bon. Or, l'acception qui est couramment répandue dans les médias mainstream qu'on lit aujourd'hui, ou les médias de masse, on identifie la chose politique en fait à une compétition électorale entre des groupes qui sont, bon, somme toute, si on regarde bien, assez peu dissemblables les uns des autres, et dont le personnel est réservé à une élite qui a été formée à cet effet dans les écoles ad hoc, et par conséquent qui est quasiment inaccessible à tout individu qui n'est pas issu de cette filière. Donc vous voyez bien que moi je parle d'emblée non pas de l'exercice du pouvoir, mais de la façon dont les forces politiques s'expriment avant. Alors je suis en amont ou en aval du pouvoir, je suis plutôt en aval du pouvoir. Bon. Et en fait on s'aperçoit que cette élite politique, disons ce personnel politique, il ressemble également de très près au personnel économique, à l'élite. L'élite politique est similaire à l'élite économique, voire c'est la même. Et parce qu'on s'aperçoit aussi que toutes les deux, elles sont en charge d'élaborer des argumentaires pour vendre leurs produits auprès de citoyens qui sont considérés comme de simples consommateurs. Et de ce point de vue, on peut dire que le citoyen consommateur est également un électeur consommateur, qui est une cible privilégiée du politicien. Hein, voilà, donc la politique, c'est le politicien, qui sont au pouvoir ou pas, généralement, et qui n'est pas au pouvoir, qui aspire. Et c'est là que s'effectue vraiment la vraie politique, près du, disons, qui est malléable par le citoyen de base. C'est pas au niveau du pouvoir politique, c'est au niveau de la façon dont il s'élabore. Et donc, le métier de ces politiciens, ça consiste à obtenir de l'électeur consommateur un bulletin de vote en échange d'un produit. Alors, en politique, on appelle un produit une promesse. Voilà. Donc, il y a un argumentaire, une promesse, et le produit, c'est le bulletin de vote. Et il faut que ce soit suffisamment attractif, de même que quand on vend des yaourts, ben, il faut que l'argument soit... Et vu de cette façon, on arrive très vite à la conclusion que la véritable définition de la politique, hein, j'en suis à définir la politique, devrait plutôt s'énoncer ainsi: la science politique a pour objet de déterminer les méthodes et les outils qui permettent à un groupe restreint d'individus d'exercer le pouvoir au sein d'une collectivité qui, elle, est élargie. Alors, on remarquera que cette deuxième définition, elle n'est pas vraiment contradictoire avec la première, hein, et politique, ce qui est relatif à l'organisation d'une collectivité, mais qu'elle précise singulièrement le contenu du ce qui, et par là même elle esquisse les contours de ce fameux pouvoir qui va arriver après, et ça présage déjà de l'ensemble des moyens qui vont permettre à une minorité restreinte d'imposer sa volonté à l'ensemble de tous les citoyens. Alors pour ça, on doit considérer les partis politiques. Enfin, il faut dans cette acception de ce cheminement intellectuel que je vous propose, de raisonnement, il faut qu'on considère les partis politiques comme des véritables PME, des entreprises politiques, dont le chiffre d'affaires est composé de dotations de l'État proportionnelles au nombre de votes obtenus lors des élections. Alors on sait que le financement des PME politiques, c'est 1,80 € par voix lors des élections législatives. Il faut savoir que ce sont les élections législatives qui financent les PME politiques. Et donc, à quoi sert ce chiffre d'affaires? Il cherche à pérenniser des emplois de salariés de l'entreprise politique, dont au premier chef les candidats aux élections. Et donc c'est proportionnel à l'attractivité du produit vendu auprès de la cible. Parce que plus le produit est attractif, plus les promesses sont attractives, plus les gens votent pour ces promesses attractives,
plus il y a des 1,80 € par électeur, et plus la PME politique devient une entreprise prospère. Et donc c'est le même, je dis que le modèle politique est le même que le schéma du modèle économique. Alors, vous allez me dire maintenant la vertu. Et quid de la vertu dans tout ça? Ben, déjà, on ne va pas la trouver dans les définitions. Les deux définitions qu'on a données, la première définition, c'est relatif à l'organisation sociétale, et la deuxième, c'est une technique pour vendre des promesses. Ça ne permet pas de déterminer où se situent les vertus en politique. Pour ça, il va falloir qu'on cherche, qu'on réfléchisse à un critère qualitatif, parce que là, on a des critères quantitatifs, hein, voilà, qui va, seul, à mon avis, nous permettre de différencier une approche vertueuse de la politique de celle qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire une approche de la totalité des partis politiques dont la démarche que je viens de décrire, elle va se nommer, vous l'avez compris, marketing politique ou marketing des masses. Et ce critère qualitatif différent, qui est situé aux antipodes du marketing politique, c'est le critère ou principe que je vais appeler le principe de juste analyse. Mais je vais préciser immédiatement le sens exact de ce terme juste analyse, afin de couper court par avance à toute mauvaise interprétation. Parce que quand je pose le principe de juste analyse en tant que moteur vertueux de l'action politique, c'est-à-dire de l'agir humain visant à organiser coercitivement la collectivité, il ne s'agit pas de prôner l'avènement d'un groupe politique se prétendant détenteur de la vérité, entre guillemets, et qui inciterait ainsi les masses populaires à adhérer à ses prescriptions sur la base d'une foi inébranlable. Il ne s'agit pas plus de vouloir ou de prétendre donner l'exemple par une série de comportements présentés comme vertueux en tant que respectueux d'un tel ou tel cahier des charges axiomatique. Je pense bien au contraire que l'action d'un mouvement politique, pour être vertueux, doit être guidée, et c'est là que se situe ma définition que je propose de la vertu en politique, doit être guidée non pas par la recherche de l'adhésion populaire la plus large possible à son discours, mais uniquement par le souci de livrer une analyse sociétale sincère, assortie de prescriptions précises, sans avoir à se préoccuper de l'impact que cette analyse et ces prescriptions pourraient avoir sur la popularité auprès des masses de cette argumentation. C'est donc, vous l'avez compris, une action désintéressée. Parce que recherche d'adhésion et recherche de la juste analyse, attention, juste analyse, ça ne veut pas dire que mon analyse, que je présente comme étant une juste analyse, est une analyse de la vérité. Je dis que c'est une analyse qui est juste, je pense qu'elle est juste. Voilà. Ça constitue deux objectifs contradictoires. Chercher l'adhésion et chercher à dire ce que je pense vraiment, c'est-à-dire juste analyse, ça constitue deux objectifs qui sont contradictoires, et le second étant, à mon sens, la vraie raison d'être de la politique. Nous y voilà ce que c'est qu'une politique vertueuse. D'un point de vue donc éthique. Mais alors je dirais, parce qu'on a eu par la bouche de vous trois des descriptions de la vertu politique comme étant ce qui va arriver à un certain résultat. Bon, eh bien, on s'aperçoit que on n'arrive à aucun résultat. On arrive à un résultat tout à fait disons, détestable. Eh bien, on n'a jamais misé sur la juste analyse, sur la sincérité des hommes politiques, et c'est peut-être finalement la seule chance, toute petite mais chance quand même, de pouvoir instaurer une véritable démocratie. Si on mettait en œuvre cette vertu, si on l'imposait, ou du moins si les électeurs étaient conscients qu'il fallait, pour être crédible, qu'un homme politique soit convaincu de juste analyse, et bien la politique cesserait d'être une activité marchande, comme c'est actuellement. La politique est une activité marchande comme n'importe quelle autre vente de yaourt. Et la politique accéderait à un statut supérieur, celui d'une activité de recherche de la cause des causes,
de la cause des causes, quoi qu'il en coûte. Ce qui impliquerait naturellement, et en premier lieu, pour un acteur politique, de dire publiquement ce qu'il pense être la réalité des choses, quitte à ne pas être d'accord avec un autre acteur politique qui lui dirait ce qu'il pense être de la réalité des choses, mais une opinion différente. Et à ce moment-là, l'électeur jugerait, trancherait entre 2 ou 3 personnes qui disent ce qu'ils pensent vraiment être la réalité des choses. Or, on est aux antipodes de ça aujourd'hui. Alors, je tiens quand même à préciser que cette recherche permanente de la juste analyse définirait une posture de principe garante de la vertu d'une organisation politique. On a parlé de principe tout à l'heure, mais là j'en cite un. Mais qu'elle n'emporte aucunement la garantie qu'on va obtenir un résultat idéal. Hein, on a parlé de résultat en termes de bien commun. Mais qu'est-ce que c'est que le bien commun? Qui peut définir le bien commun? Dire est vertueux celui qui cherche le bien commun, c'est dire quelque chose qu'on ne peut absolument pas définir. Et donc, voilà une sorte d'aporie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, impossible de garantir un résultat idéal. Les orientations programmatiques, hein, pouvant revêtir des formes multiples, mais toujours nécessairement argumentées et contredites, voilà, entre différents acteurs qui s'expriment en fonction de ce qu'ils pensent vraiment. En conséquence, et pour être pragmatique, qu'est-ce que je propose? Alors, évidemment, vous avez compris, la réponse à existe-t-il une vertu en politique? La réponse est non. Aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'existe pas de vertu en politique pour les raisons que j'ai indiquées, puisque la politique est habitée par la loi du profit. Ensuite, est-il possible d'instaurer une vertu en politique? Oui, c'est possible. Aux 3 conditions que je vais vous énoncer, qui sont la synthèse de ce que je viens de dire, tout en sachant que pour mettre en œuvre ces 3 conditions, il faut changer radicalement le système politique. Alors ces 3 décisions, c'est, premièrement, les décisions, déclarations ou prises de position d'un parti ne doivent pas tenir compte de l'audience populaire possiblement générée par ces décisions, déclarations ou prises de position. Deuxième principe, la recherche de la satisfaction de l'audience ne doit jamais guider la formulation des idées d'un parti politique. Et troisième principe, la prise en compte de l'audience doit concerner uniquement la manière de formuler ses idées, afin qu'elle restitue le mieux possible le sens exact de ce que pense l'acteur politique. Voilà. Vous avez donc compris, aujourd'hui ça n'existe pas. Si on voulait qu'il y ait une vertu, il faut faire ce que je vous propose. Comment la mettre en œuvre? Il faut changer de vision de la politique. Et là, pour l'instant, bon, j'ai pas la recette, ou tout au moins ça prendrait un petit peu plus de temps pour essayer d'en dresser les contours. Je vous Décision, déclaration ou prise de position d'un parti politique, d'un acteur politique, ne doivent pas tenir compte de l'audience populaire, hein, qui va être générée par ces décisions, déclarations ou prises de position. Deuxièmement, la recherche de la satisfaction de l'audience ne doit jamais guider la formulation de ces idées, c'est-à-dire qu'on ne doit jamais exposer des idées politiques en ayant en tête de chercher à satisfaire son audience. Troisième principe, la prise en compte de l'audience et la prise en compte qu'on va être bien reçu ou mal reçu, ou qu'on va avoir des likes, doit non pas se concentrer sur le contenu de ce qui est dit, mais doit se concentrer sur la manière de formuler ses idées afin qu'elles restituent le mieux possible leur sens exact. C'est-à-dire que si je m'exprime mal, c'est-à-dire que finalement je ne restitue pas bien mes idées et que j'ai beaucoup de likes, je ne dois pas tenir compte des likes. Voilà. Et je ne dois tenir compte des likes que si il manifeste le fait que
j'ai vraiment bien fait passer ce que je pense. Bon, moi je parle de la vie politique. La vie politique, ça se passe essentiellement au niveau de l'affrontement, ou la présence, ou la cohabitation, ou le libre jeu, ce que vous voulez, des différentes forces politiques qui s'expriment. Voilà. Bon. Donc, parce que c'est deux choses qui sont différentes. La façon d'exercer le pouvoir une fois qu'on a le pouvoir, hein, et voilà. Alors, Machiavel, qui a écrit Le Prince, il a écrit en fait le même taux de bonne utilisation du pouvoir par le prince. Comment est-ce que le prince doit faire pour bien utiliser le pouvoir? Il n'a pas écrit du tout un truc vertueux. Et les conseils que donne Machiavel pour le prince sont des conseils pour que le prince reste au pouvoir, qu'il gouverne bien, qu'il ne se fasse pas renverser, etc. Ça n'a rien à voir avec la vertu. L'objectif de Machiavel n'est absolument pas, et d'ailleurs il ne le dit pas, d'établir disons une définition, d'établir une éthique du pouvoir. Il est sur une efficacité, on est dans le conséquentialisme pur, hein, c'est conséquentialisme qui ne se drape pas de vertu en disant voilà ce que. Ou alors ça devient un mot, c'est-à-dire oui, vous voyez, j'ai réussi à rester au pouvoir, donc je suis vertueux. Bon, alors, on revient à des visions des vertus. Alors, je dirais que dans mon schéma à moi, effectivement, entre le pragmatisme et l'idéalisme, il est très intéressant de voir comment ces deux forces, hein, antagonistes, je dirais presque, comme le dirait Grégory Bateson, deux injonctions contraires vont réussir à 60 ans de rente près. Bon, alors, le discours, il faut que ça penche vers le pragmatisme, que l'idéalisme, hein, donc ce qui est bien, c'est ce qui marche. C'est aussi une autre définition de pragmatisme. Bon, c'est pas de la vertu, ça. Bon. Si on veut, alors moi, si je reprends le schéma de Tsadio qui est intéressant, moi, j'élimine tout le pragmatisme et je garde que l'idéalisme. L'idéalisme, c'est une théorie qui domine la pratique, absolument. C'est une théorie qui domine la pratique. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'une théorie domine la pratique? C'est qu'il faut qu'on ait des principes. Et qu'on applique ces principes. Quoi qu'il en coûte et quoi qu'il advienne, on applique les principes. Voilà. Bon. C'est pour moi la seule façon d'être vertueux. Tout le reste, c'est de la. Alors là, on parle bien de l'action du gouvernement. Hein. C'est de l'action qui va être positive ou négative. Positive pour ceux qui gouvernent. Parce que si on pense qu'on va juger sur le bien-être des populations, alors dites-moi un peu qui a fait une politique vertueuse, qui a apporté le bien-être des populations. On a dit que la révolution industrielle, c'est-à-dire avec le nouveau dispositif démocratique, puisqu'on est passé de la monarchie à la soi-disant démocratie, qui en fait est une oligocratie, mais enfin bon, ça n'est qu'un détail, ça avait amélioré la vie des gens, mais ça a amélioré le niveau de vie global. Mais l'écart de richesse, il a augmenté. L'écart de richesse entre le plus pauvre et le plus riche au Moyen-Âge sous la monarchie, il était de 1 à 10. Aujourd'hui, l'écart de richesse entre le plus pauvre et le plus riche, c'est-à-dire le demi-smigard en France et puis Bolloré ou je ne sais pas qui, il est de 1 à 1000. Donc, l'amélioration par la technique et par le système pragmatique que certains d'entre vous trouvent prêts à mettre une étiquette de vertu, ça a augmenté l'écart des revenus de 1 à 1000. Donc ça, pour moi, c'est disqualifié. On va pouvoir établir quelque chose qui ressemble un peu à ce que je dis, avec des forces politiques qui disent ce qu'elles pensent, etc. Il faut une société petite. Ben oui, mais non, mais là, faut autant on peut arriver à instaurer des trucs, mais non, on était 1 milliard en 1900, on est 8 milliards maintenant, simplement 100 ans après, alors que l'humanité est passée de l'an 0 à l'an 1900, elle est passée
300 millions à 1 million, hein, en 20 siècles, et en 100 ans, c'était multiplié par 8. Qu'est-ce que tu veux revenir? C'est impossible. Bon, c'est impossible, tout simplement, arithmétiquement, c'est impossible. On est 9 milliards, des sociétés petites. Bon, ou alors, il faut qu'il y ait 3 façons de réduire la population, on les connaît, les famines, les épidémies, les guerres. Bon, s'il n'y a pas l'un des 3, voire les 3 conjugués, on va rester 8 milliards. Donc, il faut faire avec les 8 milliards, il faut faire avec... Bon, moi j'ai connu la France, il y avait 40 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a 70 millions. De mon vivant, j'ai vu presque doubler la population française. Et je me souviens de la vie à 40 millions. C'était super, les gars, c'était super la vie à 40 millions. Hein. Et les rues étaient vides, la campagne était partout. Là, tu pouvais, tu roulais, tu pouvais t'arrêter pour pisser. Maintenant, tu même plus t'arrêter parce qu'il y a des bars, il y a des trucs, il y a des partout. Bon, donc ça, tu ne veux pas le changer. Voilà. Alors, voilà, les questions restent posées. Donc, effectivement, on peut imaginer qu'un pays qui, comme la France, est passé de 40 millions à 70 millions, puisse ensuite se fractionner en petits cantons, hein, voilà, en unités plus petites. Bon, ça s'appelle le fédéralisme, ou alors ça s'appelle le séparatisme, à voir. Bon. Donc, d'un point de vue technique, effectivement, on peut on peut imaginer une organisation sociétale, sociopolitique, avec des unités plus petites, en théorie. C'est faisable, arithmétiquement c'est faisable, il suffit de diviser 70 par 10, on aura 10 parties de 7. Voilà. Mais ça ne change pas, pour ce qui me concerne, ça ne change pas mon raisonnement, à savoir que l'unité soit grande ou que l'unité soit petite, les principes de vertu que j'ai énoncés, très très difficiles à atteindre, bien entendu, les principes de vertu ne changent pas et le nombre, et en tout cas pour le point précis de la vertu telle que je l'ai définie, ça ne pose pas un problème. Comment l'atteindre? C'est une question de volonté de la population. Si aujourd'hui la population a la volonté d'avoir un personnel politique qui lui raconte des choses qu'elle a envie d'entendre, un personnel politique qui la brosse dans le sens du poil, ou qui lui propose des solutions à courte vue, qui vont améliorer son peut-être, bon généralement ce sont des promesses non tenues, mais en tout cas c'est des promesses qui tiennent à l'amélioration du panier de fin de mois. Bon, tant qu'on aura ça, le concept d'une vertu fondamentale en politique tel que je l'ai défini, qui est effectivement morale, hein, voilà, basé sur de la morale, ne pourra pas être mis en place. Par contre, si, et c'est là que réside, tout à l'heure j'ai laissé une fin verte en disant comment y arriver, c'est là que réside le changement possible, hein, enfin la seule façon que ça change, c'est que la population se mette à comprendre que le discours politique n'a plus aucune valeur, ou tout du moins qu'il est fondé sur des principes qui ne sont pas vertueux, que le discours politique est toujours sous-tendu par l'appât du gain. Eh bien, quand la population aura compris ça, alors on ne va pas entrer, c'est l'objet d'un autre débat, bon, je pourrais en parler, ça m'intéresse beaucoup, on ne pourrait pas entrer dans quel peut être le moment de bascule, et quelles peuvent être les conditions de possibilité pour que la population soit dans un état de vide, disons, politique, pour qu'elle pense à une autre façon de faire la politique, c'est un autre débat, mais en tout cas, c'est là-dessus, c'est l'articulation qui se situe à ce niveau-là, une volonté de la population que le discours politique soit empreint de la vertu telle que je l'ai définie, c'est-à-dire avec des gens, des hommes politiques qui soient au pouvoir, qui soient en train, qui aspirent à accéder au pouvoir, s'expriment sans avoir l'objectif de recueillir une adhésion, mais s'expriment parce qu'ils ont fait un raisonnement
et qu'ils expliquent leur raisonnement et qu'ils pensent que ce raisonnement va obtenir de bons résultats et que celui d'à côté va avoir un raisonnement différent parce qu'il pense qu'il va obtenir de bons résultats aussi, mais que chacun s'exprime vraiment, non pas avec des arrière-pensées mercantiles, mais avec tout simplement l'idée qu'il se fait de l'amélioration du bien commun.